Je ne peux pas ne pas, dès le début de cette interview, parler de la manière dont tu te présentes. Ouais. Tu as choisi de donner à voir ton couple, Ouais. sur Instagram en particulier. Ouais. Ça me paraît pas évident, mais j'aimerais savoir ce que tu mets là-dessous. Tous les coachs ne le font pas, ça. Tous les coachs ne le font pas. Ça a été un vrai choix. Un risque aussi, parce que j'expose ma vie privée. Et un vrai choix de créer ces mises en scène qui sont le reflet de tout ce que j'ai expérimenté dans ma vie personnelle, que aujourd'hui je déconstruis, je dépouille et donc j'en fais servir autrui. Mais moi, je l'ai mis en avant parce que je voulais avant tout que les gens puissent s'identifier. Je voulais que les femmes puissent s'identifier dans ce que je vivais parce que il y a trop de femmes encore aujourd'hui qui pensent qu'elles ont un problème, qu'elles sont bizarres de réagir aussi fort pour des petits trucs parce qu'après coup, elles le voient très bien que c'était disproportionné par rapport à la situation. Et du coup, elles culpabilisent, elles se disent mais pourquoi je réagis comme ça ? Elles se sentent seules. Elles vont peut-être en parler à 2-3 copines. Avec un peu de chance, il y en a une ou deux qui vivent les mêmes choses. Et s'il y a personne dans leur entourage qui vit ça, elles vont se sentir bizarres, tu vois. Donc c'était vraiment pour créer une communauté et que dans les commentaires, elles se rendent compte que non, en fait, il y a des centaines et des centaines de femmes qui vivent la même chose que moi. Et aussi, deuxième raison pour laquelle je me mets en mouvement, je me mets en scène, c'est que je voulais casser aussi cette idée du coach « Madame, je sais tout ». Je pense pas tout savoir, absolument pas. Je sais beaucoup de choses parce que je suis curieuse et que je suis passionnée. Par contre, j'ai pas envie de passer pour je me mets au-dessus de vous et je vous donne des conseils en mode gourou, quoi. C'est pas mon but. On entend bien, effectivement, parfois on l'entend dans ton discours, il y a quelque chose de l'ordre de l'hypothèse, parfois ça participe effectivement de ton discours, et puis tu n'as pas affaire à des matières figées non plus, donc en fait il faut savoir s'adapter. J'imagine que c'est extrêmement important dans le cadre de tes activités. J'aimerais qu'on parle à présent de la question de la spontanéité, enfin du jeu entre spontanéité et routine. Tu sais, c'est quelque chose qui revient souvent dans ton discours. Première question, est-ce que nous n'attendrions pas un petit peu trop de la spontanéité ? La spontanéité, elle est importante dans le couple. Elle est d'autant plus importante quand on a un langage de l'amour autour des moments de qualité ou des cadeaux. On va attendre que l'autre nous surprenne avec des cadeaux, nous surprenne avec des voyages, avec des dates et tout ça. Et on va être particulièrement attentif à ça. Elle peut être dangereuse quand on ne met ses yeux que sur ça. Surtout si le partenaire en face, il n'est pas là-dedans. Ça veut pas dire qu'il le sera jamais. Ça veut pas dire qu'il peut pas s'adapter et apprendre à parler ta langue. C'est juste que ça va pas être sa langue principale. Et si tes yeux se posent que sur un truc qui n'est pas sa langue principale, ça va créer des carences là où peut-être il y en a pas et qu'il fallait juste aussi regarder ailleurs. Et tu serais capable de valoriser la routine ? Elle a bien des charmes aussi, non ? Ah bah la routine, elle est importante. Et souvent, on la blâme. On se dit, nous, ce qui tue notre couple, c'est le métro, boulot, dodo, c'est la routine. Et sur du long terme, si on est que là-dedans, effectivement, au bout d'un moment, on n'a plus l'occasion de connecter, de rigoler, de sortir du monde du quotidien. Par contre, la routine, elle sécurise. Le fait d'avoir des rituels le matin, le samedi matin, il me fait toujours mon café et on prend le café 5 minutes sur le balcon avant que j'aille à mon cours de yoga aérien à 10h. Mais ça, on conscientise peut-être pas, mais après, quand on se sépare, c'est ces petits moments tout cons qu'on va garder en tête. C'était pas de la routine, c'était presque plutôt de la structure. C'était de la structure, ça met un cadre, ça sécurise. Et puis aussi, après, on se sent plus fort pour aller faire des podcasts, aller faire des projets qui nous tiennent à cœur, se lancer. Parce qu'on sait qu'il y a une base solide. Est-ce qu'on peut être à la fois très amoureux et très fonctionnel ? Ah oui. Je pense par exemple au couple où c'est très réglé sur du papier à musique parce qu'on a 3 enfants, on a des jobs prenants, donc c'est vraiment l'agenda de ministre. Ils vont être très forts et ça va créer un partenariat très très bon. Par contre, attention, les couples qui sont forts dans la logistique, parfois on va laisser couler la complicité. Ok, donc il s'agit équilibrer. Ouais. Pourquoi est-ce que tu ne t'adresses pas aux hommes ? Au début, j'ai voulu m'adresser à tout le monde. Et fait et dit que 97% des personnes qui venaient me voir en coaching, qui étaient prêts à s'engager dans un coaching, à travailler sur soi, à se dépouiller, c'était des femmes. Donc après, bon... Je t'ai entendu dire quelque part, les hommes se mettent au coaching comme les femmes se mettent à la moto. Ah oui ! Ben oui ! Parce que c'est ça. En fait, je pense vraiment aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent travailler sur eux et qui attendent d'être un petit peu poussés parce que, comme on leur a pas appris à montrer leurs émotions, comme il faut rester fort, il faut pas pleurer, il faut machin, il faut ceci, c'est un petit peu comme une femme va se mettre à la moto si son père, son frère ou son parrain font de la moto. Moi, je fais de la moto parce que mon parrain m'a vraiment mis là-dedans. Il m'a mis le pied
je sais pas comment ça s'appelle, les petits trucs sur le bidule en côté. métal. Le bidule en métal. Très bien. Il m'a mis le pied sur le bidule en métal. Et je pense que, du coup, aujourd'hui, beaucoup d'hommes se mettent à la thérapie plus facilement si leur conjointe sous l'effet de... a bloom et ils se disent, ouais, ça a bien fonctionné pour elle, allez, j'y vais, tu vois. En matière amoureuse, y a-t-il une sagesse du silence? Oui. Tout n'est pas bon à dire. Et tout peut être dit d'une bonne manière. Mais tout n'est pas bon à dire. C'est-à-dire que si j'ai envie de lui dire que j'en peux plus de... Je sais pas, il y a un truc qui vraiment me dérange, tu vois, chez lui, et que ça va pas lui être bénéfique. À quoi bon? À quoi bon? Toujours se demander, est-ce que j'y vais dans une intention très égocentrée et ça va lui faire du mal et ça ne lui servira à rien? Ou est-ce que ça peut lui être bénéfique? Est-ce que ce comportement que je vois chez lui, si je lui dis de la bonne manière, ça peut l'aider dans son dev perso à lui? Tu vois. Passion ou stabilité? Stabilité ponctuée de passion cyclique qui revient. D'accord. Passion qu'on entretient? Qu'on entretient. Okay. Ouais, on peut pas vivre éternellement dans la passion. Mmh. La stabilité, on se fait chier s'il y a que ça. Donc c'est... Okay. Je saupoudre, je mets des conditions de voilà, comme ça, voilà, des petites conditions. Mais tu l'as très bien dit, il faut les créer. Si on attend que ça tombe tout seul, bah les deux attendent et il se passe rien. Quoi. Complicité ou sécurité? Il faut de la sécurité, il faut se sentir en sécurité pour pouvoir connecter et créer de la complicité. Si tu te sens pas en sécurité avec l'autre, tu vas pas te sentir à l'aise pour te montrer vulnérable, pour vraiment partager et créer de la complicité. Donc les deux. 1 plus 1 égale 1, 2 ou 3? 4. Évidemment. Pourquoi? C'est la question que de tout à l'heure. Il y a les deux partenaires, plus leurs deux inconscients. Et leur passé, tout leur truc. Okay. On est 4. On est 4. J'accepte. J'ai remarqué que la question de la perception compte énormément dans ton approche, la manière dont on perçoit sa propre existence, on perçoit l'autre, on perçoit notre environnement. Mais ça pose une question méthodologique pour moi. Quand ça ne va pas, quand on ne se sent pas bien, comment est-ce qu'on peut distinguer d'une part la lucidité, qui serait une intuition saine, si tu veux, à l'œuvre, et d'autre part une espèce d'anxiété relationnelle, tu sais, ce moment où tu vas jeter un voile noir sur toute chose autour de toi. Oui. Comment est-ce qu'on distingue les deux? Comment est-ce qu'on sait si notre ressenti est juste? La barrière entre les deux, elle est très fine, c'est très délicat. Pour ça, je vais te donner un exemple. Il y a 2 ans, je suis partie en vacances au Vietnam. Et on devait rejoindre une petite île. Et pour ça, fallait prendre un petit avion. C'est pas les gros Boeing pour faire France-Australie, tu vois. C'est les petits avions à hélice. Le truc, t'as l'impression, il y a un oiseau qui passe, il va faire chavirer le truc, tu sais. Et on monte là-dedans. C'est la première fois que je prenais des petits avions comme ça. Ils ferment les portes, on s'assoit, tout. C'est trop tard, tu vois, c'est fermé. Et là, la pensée parasite de malade qui me foudroie comme ça, en mode ça va pas, je le sens pas, faut que tu sortes, cet avion il est maudit, machin, tout. Enfin, horrible, tu vois, le truc horrible. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas de doute. Enfin, tu sais que tu vas t'écraser, enfin, c'est certain. J'étais en mode, mais je vais, c'est fini pour moi. Tu vois. Et je me lève, je dis aux hôtesses de l'air, il faut qu'on sorte, il faut qu'on fasse quelque chose. En plus, les gens qui étaient assis, j'essaie de pas parler trop fort, mais t'imagines la vieille folle du fond du bus. Horrible. J'aurais détesté être avec moi-même, tu vois, dans cette avion avec moi-même. Mais bon, j'y étais parce que j'étais dans mon corps. Bref. Donc, du coup, il se passe ça. On décolle. Et j'ai passé 2 heures horribles. Au final, il s'est rien passé. Et là, je me suis dit, ok, anxiété ou intuition, va falloir que tu te débrouilles pour faire la part des choses, sinon tu vas pas vivre, quoi. Et ce qui se passe, c'est que quand, en plus, on est féru un petit peu de spiritualité, qu'on médite, qu'on fait de la pleine conscience, ça va très vite de se dire c'est un signe de ma bonita, de ma bonne étoile qui m'a machin. Donc, moi, ce qui m'a aidé, et ce que je pratique tous les jours, et je sais que ça marche, c'est checker l'état dans lequel tu te trouves quand t'as cette fulgurance-là. Est-ce que ça te vient quand t'as le cœur serré, vraiment une boule dans le ventre, tu sens que c'est de la peur derrière ça, possible que ça soit plutôt une anxiété, ou alors ça t'arrive quand t'es plutôt détendu, t'es ancré, tu sens que ton corps, il est pas dans une panique, quoi. Donc d'accord, c'est l'environnement de ton ressenti qui va lui donner sa valeur. C'est se scanner. C'est pas facile de se scanner. C'est pas facile. Quels sont les mécanismes qui se mettent en place après une trahison ou une relation dite toxique? Alors, après une trahison ou après une relation toxique, il va y avoir principalement de l'hypervigilance, des pensées parasites, des ruminations et voilà, le fait de focaliser sur des petits détails qui auparavant, ça nous serait passé complètement dessus. Par exemple,
Ah, il textote, ça fait 5 minutes avec un petit sourire en coin. À qui il parle? Avant, tu te serais dit, il parle à Momo, machin. Non, là, tu te dis, est-ce qu'il reparle à cette fille? Ou là, tu te dis, est-ce qu'il parle à une fille? Et il y a toutes ces pensées qui arrivent, et tu te dis, mais pourquoi maintenant j'ai autant de ruminations? Pourquoi j'y pense autant? Mais ton cerveau, en fait, il faut vraiment voir ça comme il cherche à te protéger. Quand tu as découvert la tromperie, peut-être en général c'est sur le téléphone, en général on voit un message, on voit un truc, à ce moment-là, ça a été un tsunami à l'intérieur. Et ce tsunami, il laisse des traces. C'est hyper fort. Donc ton cerveau, qu'est-ce qu'il veut faire dans le futur? Il veut absolument tout faire pour ne pas que tu revives la même chose. Donc hypervigilance. Donc hypervigilance, rumination. En fait, c'est les syndromes d'un SSPT, un syndrome de stress post-traumatique. Est-ce qu'on peut aimer sainement lorsqu'on est sujet comme ça à des pensées parasites? On peut apprendre à déconstruire ces comportements automatiques. Parce qu'en fait, c'est vraiment faut voir ça comme des circuits de neurones qui s'activent. Plus on va répéter ces comportements compulsifs, comme il faut que je cherche dans le téléphone. J'ai une rumination, il faut que j'aille la soulager en checkant dans le téléphone, et quand je vois qu'il n'y a rien, ça me soulage. C'est exactement le même mécanisme que dans n'importe quel comportement compulsif. C'est ça va me soulager. Mais ça, c'est très addictif pour le cerveau. Et donc, oui, on peut apprendre à aimer sainement quand on a ça, quand on apprend à déconstruire ces comportements en mettant d'autres comportements à la place. Donc, typiquement, je sens que je veux aller fouiller dans le téléphone, je vais trouver des alternatives pour me forcer à stopper ces comportements-là, en me rassurant, en me disant que de toute manière, si je dois apprendre quelque chose, je le saurai tôt ou tard, et que ces comportements-là me font du mal à moi. Donc je me préserve, je me protège et j'arrête ces comportements compulsifs. Donc en les déprogrammant, tu mets d'autres circuits neuronaux en place. Le besoin de contrôle est-il d'abord, et j'insiste sur le mot d'abord, une tentative de protection? Le besoin de contrôle peut effectivement être d'abord une tentative de protection, parce que souvent ça part d'une peur de lâcher prise. Donc je vais contrôler ce que tu fais, comment tu le fais, à quelle heure tu le fais, tout manager dans le foyer, tout partout, parce que je suis les 2 poings serrés sur le guidon, et quand je suis comme ça, je pense que je suis en sécurité, alors qu'en fait, ça me demande beaucoup d'énergie et ça me frustre parce que j'en ai marre de tout faire. Donc ça te dessert au final. L'inconscient est-il un membre du couple? Ah oui, il est toujours assis à côté de toi, ton inconscient. C'est ton passé, c'est toutes les expériences que tu as vécues. Les 2 partenaires en ont un, et que tu le veuilles ou pas, tu le ramènes dans ta relation. Ça va conditionner tes comportements. Donc oui. Faut le prendre en compte, ton inconscient et celui de ta partie. Je me suis retourné quand tu as pointé ton... Bah oui. Comme si j'attendais à le voir. Tu vois, ici. Les gestes, c'est très important. Faut-il d'abord se sauver soi-même? Par opposition, tu comprends, à sauver son couple. Oui. Je suis pas fan de la phrase qui dit qu'il faut d'abord se soigner avant d'être en couple. Je pense que le couple est un révélateur ultra puissant de toutes nos failles et nos blessures qu'on ne voit pas quand on est célib. Quand on est célib, c'est trop facile. On se soucie de soi, tu vois, tout est sous la surface et l'iceberg, tu sais, c'est en dessous. Quand tu rentres en couple, qu'il y a des peurs de perdre l'autre, des peurs de pas être assez bien, on se met en question, machin, et là, il y a tout qui jaillit. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'on peut faire le job. C'est facile d'avoir le sentiment d'avoir réglé les problèmes de couple quand on est tout seul. Bah oui, mais il y a combien de femmes qui me disent, mais Margot, moi, je pensais que c'était réglé, ça. Là, j'ai fait de la thérapie pendant 5 ans, je pensais que c'était réglé, puis j'ai rencontré ce mec et il y a tout qui est monté. Bah oui. Ouais. Contrôler ou faire confiance? Faire confiance. Se protéger ou s'ouvrir? Les 2. S'ouvrir tout en restant lucide. L'intuition, alliée ou ennemie? Allié. La vraie intuition, allié. Ok. Ouais. C'est le contexte qui te permet d'apprécier sa saveur et sa valeur, si je me souviens bien.